Merci beaucoup de me donner la parole, Monsieur Hanon, et merci de me laisser débuter le bal de ces quatrièmes journées de Broca. Alors, mon sujet traitera de l'intérêt de l'orthogériatrie. Tout d'abord, on va commencer par un petit peu de définition. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un concept anglo-saxon qui date des années 50 et qui insiste, si vous voulez, sur le côté pluridisciplinaire de la prise en charge. Ça repose sur 5 grands principes. Le premier, c'est que la plupart des patients doivent bénéficier d'une stabilisation chirurgicale de leur fracture. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, que le délai chirurgical doit être rapide. Troisièmement, que la gestion des malades doit se faire de manière conjointe avec une communication qui doit être accrue afin de diminuer les complications. Quatrième grand principe, c'est que la gestion de ces malades doit se faire en utilisant des procédures qui doivent être standardisées. Et enfin, la sortie du patient, elle doit être préparée dès son arrivée dans le service. Alors, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, c'est la fracture la plus fréquente chez le sujet âgé. On estime qu'il y a à peu près 1,6 million de cas par an et à peu près 80 000 en France. La mortalité, qu'elle soit durant l'hospitalisation ou à 6 mois de la procédure chirurgicale, elle est quand même assez importante, puisque dans le premier cas, elle est de l'ordre de 2 à 14% selon les études, et dans le deuxième cas, de 12 à 23%. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Il s'agit d'une étude qui avait été publiée en 2010, donc une étude rétrospective américaine, plus de 30 000 patients, et qui s'était intéressé à la mortalité après certains types de chirurgie, et notamment la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait à peu près 50% de patients qui avaient plus de 80 ans, donc c'est véritablement les patients qu'on prend en charge dans nos unités de gériatrie. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est quand on regarde les taux de mortalité, ce taux de mortalité, il croît avec le temps. Il est de 3,6% durant l'hospitalisation, 10,3% à 30 jours, pour passer un petit peu plus de 30% à un an. Donc on voit bien qu'on a quand même un taux de mortalité qui augmente et qui est quand même assez important. Pardon, j'ai sauté une slide. Donc, haute donnée de mortalité, ça c'était une autre étude un peu plus récente publiée en 2015 qui avait comparé la chirurgie dite programmée, donc une chirurgie à froid, versus une chirurgie urgente, donc toujours pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Et quand on regarde les résultats, que ce soit mortalité durant l'hospitalisation, on avait donc plus de morts dans le groupe, donc traité de manière urgente. Et quand on regarde les complications, quel que soit le type de complications, que ce soit des infarctus du myocarde, des AVC, des sepsis, l'insuffisance rénale, on avait plus de complications dans les patients qui avaient été opérés de manière urgente, et ce de manière statistiquement significative. Quand on regarde aussi le critère de recours à la réanimation, on voit ici effectivement que les patients qui avaient été pris en charge dans le cadre de l'urgence étaient plus fréquemment admis en réanimation. Bien que la fracture du col du fémur, puisque c'est la principale, est une urgence chirurgicale, mais aussi une urgence médicale par l'ampleur des complications qu'il y a en post-opératoire. Autre étude, un peu donc plus récente, publiée en 2014, et s'était intéressée à savoir quelles étaient les causes, grosso modo, de la mortalité de ces patients. Et ce qui en était ressorti, c'est que 75% de la mortalité était liée aux comorbidités qui préexistaient avant la fracture. Il est vrai qu'au-delà de 70 ans, en moyenne, les patients présentent au moins 5 comorbidités, que ce soit l'insuffisance coronarienne, cardiaque, rénale, des démences. Et donc on voit bien que le poids de ces comorbidités est extrêmement important. Donc on a une fracture qui est très prévalente chez nos populations âgées, qui tue quand on regarde les chiffres, et dont on voit que le poids des comorbidités qui préexistaient avant la survenue de la fracture est extrêmement important. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? On dispose de données de la première unité orthogériatrique qui avait été créée en 2009 à La Pitié, et qui avait comparé donc une prise en charge orthopédique versus une prise en charge gériatrique. Et quand on regarde les critères, alors je vous ai pas mis tout le détail de l'étude, il y avait beaucoup de critères. Quand on regarde le délai de reprise de la marche, on voit qu'il est plus court dans la cohorte gériatrique par rapport à une prise en charge orthopédique classique. Quand on regarde la contention physique, il y avait moins de recours à la contention physique dans la cohorte gériatrique. Il y avait plus d'utilisation de morphine pour soulager la douleur dans la cohorte gériatrique. Quand on regarde d'autres critères, que ce soit les escarres, il y avait moins d'escarres dans cette cohorte de patients âgés. La DMS était moindre, tout comme le recours à la réanimation, ainsi que le taux de réhospitalisation dans les 30 jours. Quand on regarde l'incapacité à marcher, parce qu'il y a certains patients malheureusement pour qui on n'arrive pas à les remettre debout, à les faire remarcher, on voit qu'il y avait effectivement moins de patients dans ce cas-là dans la cohorte gériatrique. Concernant la mortalité intra-hospitalière, il n'y avait pas de différence statistiquement significative, mais c'est vrai qu'il y avait une tendance statistique à moindre mort durant l'hospitalisation dans la cohorte gériatrique.
Alors quand on regarde d'autres critères, comme la mortalité à 6 mois et le taux de réadmission, on voit qu'il y avait effectivement moins de morts et moins de réhospitalisation de ces patients dans la cohorte gériatrique, et ce de manière significative. Donc c'est vrai qu'on a une pathologie qui est prévalente, dont on sait qu'elle tue en post-opératoire, que les poids des comorbidités est importante, et que si vous mettez un gériatre au chevet du malade, il y a moins de complications, moins de morts, et ils sont moins souvent réhospitalisés. Alors comment ça s'organise? Il y a 4 grands types d'organisation. Donc le premier type, c'est dans le service d'orthopédie, vous avez des avis gériatriques ponctuels, où ça peut se faire dans le cadre d'une équipe mobile d'intervention gériatrique. Le deuxième type d'organisation, donc toujours dans le service d'orthopédie, mais avec des avis gériatriques quotidiens. Donc là, il faut qu'il y ait un gériatre qui passe tous les jours dans le service d'orthopédie. Il y a le troisième type, et ça l'organisation de la Pitié-Salpêtrière, c'est dans le service de gériatrie avec des avis orthopédiques. Et enfin, le dernier type, c'est dans le service d'orthopédie, vous avez un gériatre qui est intégré à l'équipe d'orthopédie, et nous, c'est l'organisation que nous avons retenue. Le tout dans le souci, si vous voulez, d'organiser les soins dans l'intérêt du patient. Alors, la question de savoir quelle est l'organisation la plus efficace, malheureusement, il n'y a pas de réponse pour le moment à cette question. Les systèmes de santé, ne serait-ce qu'entre pays, sont différents, et l'organisation des groupes hospitaliers aussi. Donc pour le moment, je n'ai pas tellement d'éléments de réponse à vous donner. Alors, on l'a vu, l'orthogériatrie, c'est une approche qui est multidisciplinaire. On l'a vu précédemment que le poids des comorbidités dans le taux de mortalité était importante, et c'est vrai que dans l'analyse du risque périopératoire, on voit que plus les patients prennent de l'âge, plus le poids des comorbidités est important dans cette analyse du risque et dans la survenue des complications. Donc cette approche multidisciplinaire, elle est véritablement fondamentale. Classiquement, c'est vrai qu'en France, on raisonne par spécialité, par pôle, et j'ai mis cette slide, si vous voulez, pour vous montrer que ce sont les différents intervenants qui doivent graviter autour du patient. C'est-à-dire que c'est pas parce que le malade est cassé qu'il doit aller en orthopédie, mais le tout, c'est véritablement de créer une organisation dans l'intérêt du patient et non plus centrée sur les spécialités ou les pôles. De façon à ce que cette unité d'orthogériatrie, elle soit perçue comme un modèle de soins intégré dans une approche multidisciplinaire à l'aide du médecin gériatre, de l'orthopédiste, l'anesthésiste, la diététicienne, kiné, ergothérapeute, l'infirmière naturellement, tous les intervenants qui vont graviter et contribuer à la prise en charge de nos patients. Alors, cette slide pour vous montrer les différents temps de prise en charge. Donc le malade, il arrive au SAU. Donc l'urgentiste le prend en charge, réalise les examens complémentaires, fait le diagnostic et fait ensuite appel à l'orthopédiste pour poser l'indication opératoire. Une fois que celle-ci est posée, l'anesthésiste intervient et évalue le risque anesthésique. Donc dans les 2 jours suivant son arrivée au SAU, le patient est opéré, et à 48 heures maximum de son arrivée au SAU, le patient est pris en charge dans l'UPOG, l'unité périopératoire gériatrique, où là, la place du gériatre est véritablement tout son sens. Il va coordonner l'ensemble des soins du malade, avec l'orthopédiste naturellement, l'anesthésiste, parfois le réanimateur, quand la situation médicale l'exige. La durée moyenne de séjour sera de l'ordre de 10 à 12 jours, et là, 2 cas de figure. Soit le malade rentre à domicile car la marche est suffisamment récupérée, soit le malade va en unité de rééducation. Alors, les facteurs clés de l'organisation d'une UPOG, c'est une alerte précoce dès les urgences. Je dirais même, c'est un peu comme à l'instar des AVC, une alerte thrombolyse, c'est allô gériatre, j'ai un patient qui a une fracture, il va falloir qu'il y ait une place dans les 2 jours pour qu'il soit pris en charge. Donc première chose. Deuxièmement, c'est que la fracture du col du fémur, elle doit être considérée comme une urgence chirurgicale. Ça, c'est important. Troisièmement, le transfert des malades juste après l'opération doit être très rapide vers l'UPOG. Et enfin, dès qu'un malade est stabilisé, il ne s'agit pas de le garder dans un service de médecine classique, on doit naturellement, dans la mesure du possible, le transférer rapidement en SSR. L'ensemble de la prise en charge de ces patients, elle doit être focalisée sur une mobilisation qui doit être précoce. Ça, c'est vraiment un changement de dogme en l'espace de 20 à 30 ans. Avant, on disait on laisse les malades au fauteuil. Maintenant, dès le retour du bloc, on les met au fauteuil et le lendemain, on les mobilise. On doit naturellement s'assurer de la douleur et ne pas avoir peur d'utiliser de la morphine, même chez les sujets âgés. Détecter les escarres en les prévenant, il y a des scores d'évaluation, le score de Norton, le Braden, détecter les troubles de la déglutition, rétention aiguë d'urine, fécalome, tout ce qui est anémie, puis définir des stratégies de prise en charge de l'anémie, détecter les syndromes confusionnels et naturellement détecter la dénutrition en lien avec la diététicienne. Alors nous, comment on s'est organisé à Cochin, donc nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est organisé dans le service d'orthopédie où un gériatre est intégré à l'équipe d'orthopédie.
On a une capacité de 10 lits, donc il y a un PH temps plein. En termes de personnel paramédical, donc pour 10 lits, on a une infirmière, 2 aides-soignants, un kiné et une psychologue dédiée à l'UPOG. Alors quelques chiffres d'activité entre janvier et juillet. Donc on a géré 189 patients. En moyenne, c'était 87 ans de moyenne d'âge. Pour près de 80%, il s'agissait de femmes. 60% avaient de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension. 15% un antécédent donc du diabète, un antécédent d'AVC ou des antécédents d'hémorragie. Presque 30% étaient des patients chuteurs et 15% avaient une démence diagnostiquée. Mais 70% de ces malades avaient des troubles cognitifs, en tout cas des troubles cognitifs qui n'étaient pas des démences diagnostiquées. Quand on regarde le type de fracture, on voit que presque un sujet sur deux, c'était une fracture du col, du fémur et pour 30% des fractures pertocontériennes. Les 22 autres pourcents, il s'agissait de fractures périprothétiques ou multiples du fémur. Alors maintenant un petit peu de données de déficience. Quand on regarde la DNS UPOG, elle était de 9,39 jours versus 9,21 jours. La DNS orthopédique, c'est la DNS de l'année 2016, donc soit avant la création de l'UPOG. Quand on regarde le chiffre d'affaires moyen par patient pris en charge à l'UPOG, il était de 6 107 euros versus 5 310 euros. Donc c'est vrai que la prise en charge UPOG permet un gain de l'ordre de 800 euros, en tout cas pour les données de l'administration dont je dispose. Donc en conclusion, j'espère que j'aurai été assez incisif sur le caractère pluridisciplinaire d'une unité UPOG. Il est vrai qu'il y a des organisations qui sont très hétérogènes et donc savoir laquelle est plus efficace pour le moment, on ne sait pas. Il y a une base nationale UPOG qui est en cours de création afin, si vous voulez, de disposer de plus de données sur plus de patients, de façon à ce qu'on ait des données qui soient extrêmement robustes. Et donc la question de savoir si cette organisation pourrait être généralisable à d'autres types de chirurgie, probablement que oui, mais pour le moment, il n'y a pas encore d'unité de ce type, sauf dans le cadre d'une fracture d'extrémité supérieure du fémur. Je vous remercie de votre attention.